Sunday Night Production. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cet enregistrement live sur le village de l'étape du Tour pour le podcast Dans la tête d'un cycliste. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. L'étape du Tour qui a lieu, je le rappelle, demain. Beaucoup sont là justement pour cette édition, la 32e, qui aura lieu le samedi 6 juillet, pour une étape particulièrement relevée entre Nice et le col de la Couilleule. Donc il y aura 138 km, 4600 mètres de dénivelé, ascension du col de Braux, de Turini, de Colmiane et le col que je viens de citer. Cet épisode, l'objectif justement, c'est de faire sauter avec vous tous les freins, tous les leviers, tous les verrous concernant le cyclisme féminin. Les femmes, de plus en plus nombreuses à répondre présentes, sont à l'honneur. Ça tombe bien, avec nous, nous avons 3 femmes, 3 ambassadrices du cyclisme féminin. On va commencer celle qui est le plus éloignée, Laurie Genovese, donc ambassadrice Wilma, qui est la première marque de textile cycliste dédiée aux femmes. Une équipe 100% féminine sera au départ de l'étape du Tour, avec le soutien de Mortine et de Strava. Donc Laurie, tu nous expliqueras ton parcours. Je parlerai également tout à l'heure de ton palmarès. Nous avons Hermine, bienvenue Hermine, donc Gualtierotti, membre de la team Hutchinson, une équipe également 100% féminine. Alors c'est la deuxième fois que l'équipe participe à l'étape du Tour, mais c'est ta première participation. Donc on expliquera également, on partagera ton parcours. Et puis je ne sais pas si on doit te présenter Hélène, mais tu es la plus connue des femmes qui sont aujourd'hui autour de la table. C'est normal, titrée au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial en équipe. Hélène Clausel, représentante de la marque Julbo. Eh bien, bonjour mesdames, bienvenue. Bonjour. Moi, je suis très heureux de vous accueillir, de vous accueillir sur le podcast. Et j'ai envie de commencer l'épisode par une question à toutes les 3, c'est pourquoi l'étape du Tour et qu'est-ce que ça représente pour vous ? Donc, qui veut se lancer dans cette première réponse ? On va commencer par Allez, moi Hélène. du coup. C'est un honneur pour moi d'être ici. C'est la première fois que je fais une cyclo-sportive. Donc j'ai déjà fait beaucoup de compétitions dans ma carrière, mais une cyclo-sportive c'est une première pour moi et j'ai jamais fait autant de dénivelé, je crois, sur une course. Donc ça va être juste dingue et je pense qu'avec l'ambiance qu'il y a aussi, ça va être juste ouf, quoi. L'ambiance risque d'être effectivement incroyable. Et pour vous deux, Hermine ? Pour moi aussi, c'est vraiment l'aboutissement de quasiment un an d'entraînement, de suivi avec l'équipe Hutchinson. Et c'est aussi une aventure en équipe qui arrive à son premier terme. Ça ne se finira pas comme ça, mais c'est déjà un bon point de l'aventure qui Tu nous parleras de ton vraiment. parcours, effectivement, Ouais. qui est juste incroyable. Et puis pour toi, Laurie ? Moi aussi, du coup, c'est ma première cyclo-sportive et j'ai pas d'autres compétitions vraiment en vélo, mis à part un ultra. Donc un peu d'appréhension parce qu'il y a aussi énormément de monde sur cette course. Mais par contre, je pense que ça va vraiment être juste une belle expérience et aussi un peu d'appréhension sur le dénivelé, comme tout le monde, je crois. Comme tout le monde, je crois, effectivement. J'ai une petite question pour vous, mais aussi pour les personnes qui sont face à nous, les auditeurs, auditrices. Est-ce que vous savez combien de femmes sont inscrites aujourd'hui sur l'étape du Tour de demain ? Voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir, je vais vous donner la réponse. Mais est-ce que vous savez combien de femmes sont inscrites ? Est-ce que vous savez le pourcentage qu'elles représentent justement dans la totalité des inscrits ? Eh bien, il y a 1052 femmes qui seront au départ et ça représente ce groupe, 7% du nombre d'inscrits. Donc c'est en perpétuelle évolution, mais pas assez, très clairement. Il y a donc 1052 femmes, 48% ce sont des femmes étrangères et 52%, donc une communauté française, sont au départ pour la première fois, comme toutes les 3, je dirais, c'est 62%. Donc il y a 62% des femmes demain qui prendront le départ. C'est la première expérience sur l'étape du Tour, une moyenne d'âge qui est plus faible que celle des hommes, 39 ans la moyenne d'âge pour les femmes, alors que versus 43 ans pour les hommes. Et là, la plus âgée et la plus jeune, là aussi, c'est toujours intéressant. Pratiquer le vélo, c'est de quel âge à quel âge ? Eh bien, ça va de 19 ans pour la plus jeune femme qui sera au départ à 70 ans pour la plus âgée. Donc un grand bravo à toutes les deux pour l'audace de se lancer. Donc c'est vrai que cette édition, il y a aussi une exclusivité, c'est celle des SAS, dans 4 SAS. Alors j'ai vu 4 et 5 SAS, mais en tout cas il y aura des SAS où il y aura justement des référentes, des femmes qui seront identifiées, ce qui veut dire que pour la première fois il y a des femmes qui pourront partir en groupe ensemble, ce qui est un des premiers freins. On parlera tout à l'heure des freins, des idées reçues, c'est le fait de rouler seul. Donc là justement il y a le fait de rouler à plusieurs qui vont permettre justement d'avoir cette belle médaille autour du cou une fois la ligne d'arrivée franchie.
Et puis on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail de cet épisode. On va commencer par toi, Hélène, la plus expérimentée. J'ai dit plusieurs titres en France. Tu es la championne de France cyclocross élite sortante, à 2 reprises d'ailleurs, c'est un doublé. Tu es licenciée à l'UVC3. Parle-nous de ton parcours, Hélène. Tu as commencé le cyclisme à l'âge de 8 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui, comment tu as vu le cyclisme féminin évoluer et quelles barrières tu as vu se lever. Ouais, c'est sûr que moi j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 8 ans grâce à ma sœur et à mon papa, donc voilà, nous on est 2 filles dans la famille à faire vraiment du cyclisme à haut niveau, donc c'est sûr que au départ quand j'ai commencé, on n'était pas très nombreuses, à 8 ans, il y en a, on l'a toujours dit et on le dit encore beaucoup que le cyclisme est un sport d'hommes. Du coup, moi, c'est sûr que dans ma jeunesse, on n'était pas très nombreuses. On était un groupe de 3-4, mais c'était pas énorme et c'était assez fou parce qu'au final, plus on est jeune et au final, moi, je faisais partie des meilleurs, même avec les garçons. Avec les garçons. Donc du coup, c'était assez drôle et ils aimaient pas se faire battre par des filles, donc c'était encore plus marrant. Et après, voilà, ça a évolué et puis après, je me suis retrouvée au niveau national et là, forcément, c'est vachement plus intéressant parce qu'on se retrouve à être une trentaine, quarantaine sur une ligne de départ en Coupe de France de VTT, donc c'est vraiment chouette. Et au final, on se fait des amis partout dans la France, mais c'est sûr que on n'était quand même pas énorme au final sur les lignes de départ chez les femmes. Et au final, on se rend compte que dans toutes les filles qui étaient avec moi en Coupe de France, au final, maintenant, à mon âge, à 26 ans, on n'est plus tant que ça des filles qui étaient avec moi quand on était cadette et junior. Donc finalement, je suis un peu la rescapée, on va dire, de ma génération. Mais voilà, c'est sûr que ça a évolué et ça évolue beaucoup et c'est vraiment chouette. On n'est pas encore au même niveau et égalé que les hommes, mais j'ai vraiment vu une évolution depuis que j'ai 8 ans, quoi, maintenant. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'infrastructures, il y a plus de clubs ou de communautés pour justement que les femmes puissent rouler en toute sécurité ? Ouais, après, dans les clubs, moi en tout cas, dans le club où je suis, on n'est quand même vraiment pas encore beaucoup, mais voilà, je me rends compte qu'au final, mon papa organise des sorties avec les jeunes du club le mercredi. Moi, je peux pas toujours être là, mais au final, c'est assez ouf parce qu'il y a plus de filles que de garçons dans le groupe. Et ça me fait, à chaque fois quand j'y vais, ça me fait énormément plaisir parce que au final, les filles, elles tirent les garçons vers le haut dans notre club et ça, c'est ouf, quoi. Et moi, je trouve ça juste génial. Et puis, c'est sûr que maintenant, je trouve que moi, de plus en plus, dans les équipes où je vais, j'ai de plus en plus de poids. Parce qu'on m'écoute de plus en plus et ça c'est vraiment chouette et je pense qu'il y a quelques années de ça au final on nous écoutait pas et moi dans l'équipe où j'étais en cyclocross on était plus de filles que de garçons et donc c'est là que c'est chouette et au final on était vraiment en masse donc c'était bien. C'est vrai qu'il y a 62% des personnes, il y a un panel qui a été interrogé, qui pensent que l'évolution du cyclisme féminin passera par la médiatisation. Alors justement, quand on voit sa sœur, puisque ta sœur est professionnelle et a fait le Tour des femmes 2022, quand on voit cette nouvelle programmation où maintenant on peut suivre des grandes tours, des monuments du cyclisme, mais que ce soit chez les femmes mais aussi chez les hommes, qu'est-ce que ça fait ? Quand on fait du vélo comme toi depuis 8 ans. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait le Tour de France Femmes qui arrivait, je pense que je n'étais pas la plus heureuse, mais j'étais l'une des plus heureuses parce que c'est un événement planétaire. Tout le monde connaît le Tour de France et quand maintenant on sait que les femmes ont de nouveau un Tour de France, c'est vraiment chouette. Après, voilà, il manque encore un peu de médiatisation là-dessus, ça c'est sûr. Toute l'étape n'est pas retransmise alors qu'elle est quand même quand même plus courte que celle des hommes, donc tout pourrait être retransmis. Mais malheureusement, il n'y a que la fin de l'étape qui est retransmise et ça, c'est sûr que c'est un peu dommage. Mais au final, on se rend compte, et moi, je me rends compte maintenant que des fois, c'est même plus sympa de regarder une course femme qu'une course homme. Parce que les stratégies sont différentes, parce qu'au final, les étapes sont plus courtes et beaucoup plus rythmées que chez les hommes. Au final, voilà, ils ont 200 bornes, mais ça se découle. Voilà, la course se fait au bout il reste 100 ou 50 km. Donc, au final, c'est très long. Alors que chez les femmes, c'est très dynamique et c'est ça qui est vraiment chouette. Et on se rend compte que, enfin moi en tout cas, qui adore le cyclisme féminin forcément, au final, je me rends compte qu'en discutant avec les gens, en fait, ça devient presque plus fun de regarder une course femme et ça, c'est vraiment chouette de l'entendre, quoi. Alors, je te rejoins sur ça. Alors, tu es championne de France de cyclocross, mais tu fais également de la route. Oui. Ça fait quoi de rouler avec les World Tour ? C'est dingue, c'est vraiment un autre niveau. Moi qui cours en DN1, donc première division nationale, quand tu cours à côté d'une Evita Music, d'une Juliette Labousse, moi qui ai couru avec elle quand on était en cyclocross étant junior,
les voir au niveau où elles sont maintenant et de courir à côté d'elles. Enfin, c'est juste génial. Après, c'est sûr que moi, je les connais depuis très très longtemps, ces filles-là. Donc j'ai peut-être un peu moins d'étoiles dans les yeux que certaines de mon équipe. C'est assez marrant parce que quand j'en discute avec les filles de mon équipe et que je leur dis « Ah bah ouais, moi j'étais avec elles en chambre, en stage quand on était junior », elles sont là « Oh mais c'est trop génial et tout ». Et moi c'est sûr que bon bah c'est des filles, c'est mes idoles, mais en même temps c'est mes amies. Donc c'est sûr qu'on le voit pas de la même manière, mais c'est vrai que de rouler avec, c'est vraiment un autre niveau et c'est assez impressionnant. Alors c'est vrai que tu fais du cyclocross, tu fais de la route. Est-ce qu'on voit l'explosion du gravel aujourd'hui, que ce soit chez les hommes mais aussi chez les femmes? Est-ce que le gravel t'attire un peu? Est-ce que tu regardes ça du coin de l'œil? Parce qu'aujourd'hui c'est très structuré. Il y a des championnats de France, des championnats du monde plutôt. Ouais, bah, moi du coup j'en ai fait. J'ai fait 2 Coupes du Monde et une cyclosportive, celle de la Vache qui rit. Et c'est vraiment dur. C'est vraiment, en Coupe du Monde, c'est vraiment impressionnant le niveau et ça roule tellement à une vitesse folle. Mais moi je me sers vraiment du final du gravel pour progresser encore plus en cyclocross parce que faire 4h30 à plus de 32 moyenne sur des chemins blancs, c'est pas évident, mais c'est vraiment chouette et franchement moi j'ai vraiment aimé cette discipline et au final ça fait énormément progresser et c'est une autre ambiance, c'est vraiment je pense un peu la même ambiance qu'en cyclosportive et c'est vraiment moins prise de tête que nous par exemple sur les Coupes du Monde de cyclocross où au final c'est vraiment plus les gens sont là pour vraiment se faire plaisir, mais par contre quand ça roule vite, ça roule vraiment vite. Alors effectivement tu l'as dit, tu as fait du vélo avec les garçons au début que tu venais justement battre sur la ligne d'arrivée. Quelle est la remarque la plus marquante que l'on ait pu te faire, la plus sexiste? On est là pour lever les freins, casser un peu les tabous. Moi-même, j'ai roulé plusieurs fois avec des groupes de femmes. On entend des remarques qui sont vraiment très négatives, très désagréables. Est-ce qu'il y avait une remarque pour toi, la number one, tu vois, que tu voudrais mettre en haut et qui t'a vraiment marqué? En vrai, je sais pas trop si j'ai peut-être qu'on n'a pas osé, peut-être. Moi, j'ai jamais trop eu je veux dire, j'ai toujours été, je pense, avec des garçons et des hommes assez bienveillants, qui au final, je vais pas me lancer des fleurs, mais qui étaient peut-être un peu pas fan de moi, mais presque. Dans ma région et tout, je suis quand même assez connue et du coup, j'ai jamais trop eu de remarques sexistes, mais je pense que ouais, de toute façon, on le voit quand les garçons, j'ai déjà couru en régional avec des hommes et au final. En fait, ils veulent pas te laisser passer. Et c'est pas une remarque, mais au final, c'est un fait. Tu es dans sa route, tu sais que tu es revenu sur lui. Tu lui dis pardon, je suis la première féminine, mais il ne se décalera pas. Et moi, c'est plutôt ça que j'ai pu remarquer parce qu'en fait, juste après, il y allait avoir une descente et en fait, le gars ne voulait juste pas me laisser passer parce qu'il avait peur que j'aille moins vite que lui. Bon, je pense que des remarques et des réflexions, on en aura peut-être chez Hermine et Laurie. Quel est ton objectif pour demain? C'est quoi l'étape? Est-ce que tu t'es fixé un objectif en termes de temps, en termes de place? Tu viens juste pour faire un ride avec des amis ou tu viens te challenger? Moi, je le prends plutôt comme un ride où voilà, il faut vraiment que j'arrive à tenir, on va dire, la distance. Mais voilà, moi, j'espère tourner en à peu près. C'est plutôt la moyenne. Moi, je me suis fixée à peu près entre 23 km de moyenne. Ça pourrait être pas mal, je pense. Donc on verra, mais vraiment le but aussi demain c'est vraiment de se faire plaisir et après c'est sûr que voilà, si on m'annonce pendant la course que je suis bien placée, c'est sûr que j'irai faire la course. Tu vas rien lâcher. Ouais. Bon, un grand merci pour ta prise de parole sur ça. Tu collabores également, tu es membre de la marque Jules Beau qui t'accompagne. Ça tombe bien puisqu'on a un représentant, on va demander à Léo justement de nous rejoindre pour nous parler de la marque Jules Beau, donc on va prendre quelques minutes pour l'équiper. Bonjour Léo, bienvenue. Bonjour à vous. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Quel est ton rôle aujourd'hui chez Jules Beau? Aujourd'hui chez Jules Beau, donc je m'occupe du développement des produits et en particulier de la gamme de casques de vélo. Donc c'est tout nouveau pour Jules Beau, mais voilà, ça fait 3 ans que Jules Beau planche sur le sujet et donc j'ai repris depuis maintenant 2 ans toute cette partie-là. Et est-ce que tu peux nous présenter peut-être la marque et surtout son histoire? Oui, Jules Beau, c'est une entreprise jurassienne qui est déjà toujours implantée dans le Jura d'ailleurs. Et à l'origine, c'est une marque, et c'est toujours le cas, qui fabrique des lunettes de sport. On voit parfaitement bien d'ailleurs, je précise. On voit parfaitement bien. Je te vois parfaitement bien. Et donc à la base, c'était des lunettes de glacier qui ont été créées aux alentours de 1870, si je ne dis pas de bêtises. Et puis la marque s'est mise à faire des lunettes de sport un peu plus typées, on va dire, pour des sports comme le trail, enfin toutes les activités qui sont devenues plus ou moins à la mode. Et puis ensuite, la marque a gagné en maturité, on va dire. Elle a saisi d'autres opportunités en créant des casques pour l'hiver, pour le ski, des masques aussi pour le ski. Puis maintenant, c'est sur le marché du vélo aussi que Jules Beau veut s'implanter.
Alors justement, sur le marché du vélo, c'est la sécurité avant tout pour la marque. J'ai été, moi, regarder un peu le site. Que fait aujourd'hui Jules Beau pour les femmes? On parle du cyclisme féminin. Aujourd'hui, vous accompagnez Hélène dans son développement. Que fait la marque pour le cyclisme féminin aujourd'hui? Si on parle, on va dire, du développement des casques, Oui, tout à fait. Jules Beau aujourd'hui, déjà quand on développe des produits, on va pas seulement... aujourd'hui, on a sorti un casque avec la Groupama FDJ. Ce casque, il n'a pas été uniquement développé avec la Groupama FDJ, c'est-à-dire qu'on est allé voir des filles dans des teams en cross-country pour essayer de développer le produit et de voir les petites subtilités qui font que le produit doit être à peine plus différent ou qu'on doit l'adapter. Plus concrètement, ça va être par exemple chez les filles souvent un passage pour la queue de cheval au niveau du système de serrage pour le casque. La gamme, comment elle se construit avec les coloris notamment. Donc pour ça, on essaye de faire des réunions avec plein de personnes pour essayer d'avoir pas seulement des casques femmes et des casques hommes, mais plutôt des produits mixtes qui s'adaptent, on va dire, à tout le monde. Et puis de sortir un peu des clichés qu'on a un produit rose pour les filles et un produit bleu pour les garçons. Exactement. Et bien, j'imagine que tous les casques sont également MIPS, c'est ça? Pas tous les casques, ça dépend, on va dire, du niveau de gamme du produit. Mais aujourd'hui, tous nos casques haut de gamme possèdent la technologie MIPS. Et si on prend le dernier casque de route, qui possède la dernière technologie MIPS qui est sortie l'année dernière. Bon, écoute, un grand merci Léo pour ces explications, d'avoir présenté la marque. Qu'est-ce que tu faisais dans la marque, puis surtout les exclusivités, les nouveautés, surtout au niveau des casques, puisque la sécurité avant tout, et bien évidemment, demain, tout le monde aura son casque pour le départ. Et c'est un objet, un accessoire qu'il faut constamment avoir avec soi quand on monte sur son deux roues. Un grand merci Léo. Merci à toi Arnaud. Eh bien, on va continuer dans les idées reçues, puisque c'est vrai qu'en préparant cet épisode, on a noté de nombreuses idées reçues, de freins. Et il y a une idée reçue aujourd'hui qui est que les femmes ne peuvent pas faire des sorties très très longues. Alors ça tombe bien puisqu'on a Laurie Génovèse avec nous. Donc Laurie Génovèse, elle est championne du monde, championne de France, vice-championne d'Europe de parapente. C'est une femme qui, comme Hélène, a souvent défié les hommes dans sa catégorie, dans les catégories Open, a participé à Red Bull X Alpes. Tu es l'ambassadrice de la marque Wilma, créée par Céline Champonnet. Parle-nous, Laurie, de ta dernière aventure que tu as terminée il y a moins d'une semaine. Oui, c'est ça. Donc, ma dernière aventure, c'était la Race Cross France, la distance 1000. Enfin, 1000, pas vraiment, 1150 exactement. 1146 km que Laurie a parcouru en 3 jours, 18 heures et 48 minutes. Donc un grand bravo à toi. Donc je pense que déjà ça casse l'idée reçue que les femmes ne sont pas faites pour la longue distance. Donc parlons de cette aventure et comment tu l'as gérée. C'était mal. Ouais, alors c'était vraiment une belle aventure, c'était vraiment chouette. Déjà parce qu'on a plutôt une belle météo sur le parcours de la 1000. Par contre, on a eu aussi des températures assez élevées. Et c'est vrai qu'avec le printemps-hiver qu'on a eu, les corps n'étaient pas vraiment habitués aux fortes chaleurs. Donc ça faisait une adaptation un peu brutale, on va dire. Donc je pense qu'on a été beaucoup de coureurs à souffrir de la chaleur. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. J'ai vraiment apprécié la longue distance. Et ta première question, c'était vraiment sur le fait que il y aurait une idée reçue comme quoi les femmes ne seraient pas forcément aptes à la longue distance. Alors, physiologiquement parlant, je pense que c'est complètement l'inverse. C'était ma question suivante, c'est intéressant. Ouais. Je te laisse continuer, Laurie. Donc, du coup, je pense que les femmes... Qu'est-ce qui te fait dire ça? Juste la physiologie du corps humain, les différences entre l'homme et la femme font que si on regarde tout ce qui se passe au niveau du corps, très souvent, elles sont plus aptes à tout simplement faire de la longue distance, à brûler plus de graisse, oui, parce que tu actives effectivement, quand tu fais de la longue distance, c'est pas la filière du sucre que tu actives, mais c'est la filière des graisses, effectivement. Totalement, on est un peu moins sur des efforts intenses, mais par contre, du coup, plus c'est long, plus la filière énergétique qu'il veut mettre en place va utiliser des lipides, et pour ça, la femme, en général, elle le gère plus facilement. Alors, j'avais une question dans ce sens-là, mais moi, j'avais plus un axe sur le mental, sur la résilience. Je prends ton exemple, c'était ta deuxième participation. À ta première participation, tu n'avais pas terminé, donc tu es revenu, tu as fait preuve de résilience pour te rechallenger sur ça. Mais moi, je parlais plus justement du mental, tu vois, puisque statistiquement, effectivement, dans la longue distance, moi, effectivement, qui organise depuis plus de 8 ans des épreuves de longue distance, proportionnellement, il y a plus d'abandon chez les hommes que chez les femmes. Pourquoi? En observant, on se rend compte qu'une femme, elle va aller moins à l'explosion, elle va aller moins au clash. Elle va s'arrêter un peu plus tôt, elle va prendre plus de temps pour analyser ce qui se passe. Alors qu'un homme, il va pas vouloir s'arrêter, peut-être par fierté parfois, forcer jusqu'à exploser en vol, et là aller sur un DNF, c'est-à-dire être à l'abandon. Est-ce que toi aussi, c'est ce que tu constates quand tu vois les filles qui évoluent autour de toi? Ouais, j'ai peut-être l'impression qu'on n'a pas toujours les mêmes motivations.
que du coup c'est peut-être une Probablement. question d'ego D'ego, peut-être. probablement. Et que les femmes ont peut-être plus souvent des motivations intrinsèques à faire de ce type d'épreuve. Moi personnellement, du coup, la première fois que je l'ai faite, oui, j'ai dû abandonner pour une déshydratation assez sévère. Et donc là, j'avais vraiment à cœur sur la deuxième de réussir à gérer ça. Donc mes objectifs, ils étaient principalement deux manières, sur la gestion de mon hydratation, de mon alimentation, et la capacité aussi mentale à relativiser quand ça va pas, parce que c'est ce que nous apprend l'ultra, c'est-à-dire qu'il va y avoir des hauts, des bas qui vont s'enchaîner plus ou moins rapidement. Enfin, de la performance en ultra, c'est la capacité mentalement à gérer ça, à accepter les temps faibles et les temps forts aussi. Et quand ça va bien, se dire aussi que ça peut ne pas durer. Exactement. Mais quand ça va mal, ça peut aussi ne pas durer. Et très souvent, il faut juste énormément de patience et de ténacité. Et peut-être que oui, les femmes sont plus aptes à mettre ça en avant que les hommes, qui aussi vont plus se comparer les uns les autres. J'ai un petit peu senti ça sur la course aussi. Ce qui est chouette sur des courses d'ultra comme la RAF, c'est qu'on se croise entre coureurs. Et du coup, on a quand même le temps de rouler un petit peu ensemble, d'échanger ou de passer du temps sur les bases de vie. Et c'est vrai que quand on parle de la course entre femmes et entre hommes, les discussions souvent elles sont assez différentes, on va dire, sur la gestion de course. C'est pas le même axe de discussion. Ouais. Alors c'est vrai que sur la déshydratation, je pense qu'on n'en sera pas loin une fois qu'on aura terminé l'épisode, vu comme ça cogne ici. Mais il y a aussi quelque chose qu'on a constaté, une vraie différence entre les hommes et les femmes, c'est que sur cette règle de sommeil, la fameuse gestion du sommeil dans les courses d'ultra-distance, c'est qu'un homme va, pareil probablement sur de l'ego, ou en tout cas va avoir moins de prise de recul sur l'écoute de son corps, l'écoute de sa sensation. Je suis fatigué, je dois m'arrêter. Une femme, elle va tout de suite le faire dès qu'elle aura des signes qui vont lui dire qu'elle est fatiguée, qu'elle doit s'arrêter. Elle va prendre du temps. Un homme, lui, va aller pareil jusqu'au clash pour aller dans des états qui sont parfois très dangereux. Donc, si je reprends les termes de Rémi Urdiel, qui est un spécialiste du sommeil, c'est qu'une femme va plus se respecter avec sa relation avec le sommeil. Et puis, si tu avais, parce que tu es ambassadrice de la marque Wilma, qui est présente, qui est un stand sur le village opposé, qu'est-ce que tu mettrais en avant, quelle vision, quel produit tu mettrais en avant qui a vraiment révolutionné ta pratique ? Du coup, moi, je suis partie sur la course avec... alors, premièrement, avec un cuissard que j'ai essayé, c'était chouette aussi de pouvoir du coup collaborer avec cette marque pour pouvoir tester. pour tester, pour faire des retours, et justement pour pouvoir ensuite adapter le produit et proposer aux pratiquantes le meilleur outil possible. Et ensuite, j'avais un cuissard, le cuissard Wild, où on peut en fait changer le pad. Du coup, c'est un pad amovible. C'est un pad amovible, c'est ça. Donc en fait, ça permet de partir en ultra, parce que autre que les courses, j'ai aussi fait juste des aventures pour moi, pour voyager et pour profiter des paysages avec un peu plus de temps, on va dire. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, tu as juste à prendre un seul cuissard, tu peux enlever le pad, le laver, en faire sécher un et puis tourner comme ça sur ta semaine. Et c'est vrai que pendant longtemps, la question qui se pose quand on part avec un seul cuissard, est-ce que je mets un sous-vêtement dessous, est-ce que j'en mets pas? C'est des questions que j'ai eues en tant que novice, en tant que pratiquante. Mais la question d'irritation au niveau cutané, elle est vraiment importante, surtout en ultra. Et donc d'avoir vraiment l'outil adapté pour pouvoir justement être complètement à l'aise avec ça et se dire que quand même en termes d'hygiène on arrive à conserver quelque chose d'agréable sur toute la course, parce qu'il faut dire que je pense qu'on pue un petit peu à la fin de 4 jours de course comme ça. Disons que parfois certains on les sent avant de les voir, tu vois. J'ai bien pensé à toi à l'arrivée, qui devait embrasser quelques coureurs qui ne devaient pas sentir très bon, la plupart de nous d'ailleurs. Mais du coup c'est plutôt chouette aussi, parce que c'est une question peut-être que les filles aussi, on est plus sensibles à l'hygiène en général et du coup à un certain confort. Et donc la question se pose là, et c'est vrai que ça permet vraiment de rester plus ou moins propre jusqu'à la fin de la course ou de l'aventure. Bon, très bien. Et puis toi qui as fait également du sport, une autre activité à haut niveau, le parapente, parle-nous de ces communautés. C'est-à-dire que est-ce que tu as eu les mêmes freins, les mêmes remarques dans le monde du parapente, dans les communautés du parapente, que dans le monde du cyclisme? Est-ce que tu as découvert quelque chose d'autre, ou est-ce que c'est à peu près similaire les relations hommes-femmes? Parce que toi aussi, tout comme Hélène, tu as participé à des catégories open. Oui, voilà, complètement. Nous, en parapente, sur les compétitions, on court tous ensemble, et puis ensuite, il y a un classement séparé hommes-femmes. Alors c'est vrai que j'étais étonnée quand tu as annoncé le nombre de participantes, que ce soit sur la RAF, où je crois qu'on était une dizaine de... Sur le 10%, ouais, sur le 1000. Et 11% sur le 1000, et sur le 2500, il y avait une dizaine de filles au départ. D'accord. Ouais. Et ensuite 7% là sur l'étape du tour. Et en parapente, on est je crois qu'on est 15% de pratiquantes et 10% de compétitrices. Donc on est sur des chiffres plus ou moins similaires. Je pensais que c'était vraiment faible, et je m'imaginais que dans le vélo, justement, c'était plus important. Et au final, on se rend compte que non. Et pour autant, sans faire de compétition, j'ai commencé le vélo de route il y a une dizaine d'années, on va dire, et je me souviens que c'était quand même assez rare de croiser des filles sur la piste cyclable. Et qu'aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, c'est quelque chose de plus en plus commun. Donc je pense que vraiment les chiffres sont en réelle augmentation.
Pour autant, le fait qu'on soit une minorité dans le sport, ça crée aussi quelques, on va dire, pas problème, mais ça pousse pas toujours à la pratique. Et en parapente, on est dans un sport où l'aspect physique n'est pas vraiment important, on va dire, pas un déterminant de la performance, mais c'est beaucoup de mental. Et donc, il y a des filles qui peuvent aussi perfer à très bon niveau parmi les hommes. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de débutantes qui ont quelques appréhensions et qui des fois sont pas vraiment bien reçues dans le milieu, on va dire, pas toujours aidées et bienveillantes. Et Hélène parlait de son cas où du coup, comme moi, je suis passée en parapente par les pôles espoirs et j'ai très vite eu un bon niveau, donc une certaine reconnaissance, on va dire, du milieu où les hommes ont toujours été plus ou moins bienveillants dans ma progression. Mais je sais que ça a été pas le cas aussi pour d'autres amis qui en fait avaient tout simplement un plus petit niveau. Et qui ont eu juste du mal à percer et à trouver une communauté bienveillante vraiment qui les aidait. Et aussi, il n'y avait pas avant, on va dire, de stages particuliers faits pour les filles, d'événements, alors qu'aujourd'hui, on voit ça de plus en plus. Et ça permet aussi moi, je suis pour une pratique mixte, mais l'idée, c'est d'ouvrir un peu les vannes d'intégration, on va dire. C'est de permettre aux filles de pouvoir rentrer dedans et puis ensuite... pourquoi pas faire tout le temps des rides 100% féminins ou des événements 100% féminins, mais de faire rentrer des filles dans le milieu du vélo, ou que ce soit pareil dans le milieu du parapente, et puis ensuite pour pouvoir continuer une pratique mixte. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important et que c'est déterminant dans la suite. Et dans le parapente, j'ai cru lire dans un article que les femmes pouvaient être désavantagées parce qu'il y a une question de poids également, de glisse, c'est ça, avec le parapente qui est au-dessus de vous. C'est ça, en fait, la performance d'un parapente, plus on est lourd, on va dire, et plus le parapente est grand, mieux il vole. C'est une question d'aérodynamique. Et donc, est-ce que ça a évolué? Est-ce que les voiles ont évolué? Ça a évolué, mais avant, effectivement, les filles ou les hommes en petit poids étaient plutôt désavantagés. Aujourd'hui, on arrive à bien voler avec des petites voiles. Donc, on va dire que physiquement, la différence, elle existe quasiment plus. Intéressant. Je dirais juste qu'il y a une différence mentale dans l'engagement entre hommes et femmes. Et c'est là peut-être qu'on peut voir des différences. Très souvent, quand les conditions ne sont pas très engagées, on va voir des résultats assez similaires entre hommes et femmes. Et on peut voir vraiment des femmes qui gagnent des classements généraux. Et dès que l'engagement va être un petit peu plus fort, là, souvent, les femmes sont un peu désavantagées par rapport aux hommes. C'est quoi ton objectif demain, Laurie, sur l'étape du Tour? Alors, j'avoue que un classement. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que tu connais le parcours, le dénivelé? Tu l'as regardé ou tu arrives? Je dis ça parce que je suis arrivée en retard. Alors, j'ai quand même regardé le parcours et puis je quittais le vélo seulement de la RAF il y a une semaine. Donc, très souvent aussi, on sous-estime un petit peu la fatigue qui est générée par ce genre de... Il faut un temps de récupération. Ouais, il faut un temps de récupération. Donc, j'espère que peut-être j'ai eu le temps d'une surcompensation pour réussir à faire mon étape demain. Vous êtes nombreux et nombreuses à enchaîner Race Cross France et l'étape du Tour. Tu vas probablement voir d'autres personnes avec les stickers sur le casque. Mais voilà, je sais en tout cas que l'année passée, il y avait vraiment la communauté qui avait suivi sur l'étape. Et je vais poser la même question que j'ai posée à Hélène tout à l'heure. C'est la remarque number one qu'on t'ait fait. Tu vois, où tu t'es dit c'est pas possible qu'on puisse me faire une remarque aussi sexiste ou aussi blessante venant d'un homme. J'en ai pas eu tant que ça. Mais... Les gens ont toujours été bienveillants avec toi? Ouais, je crois. C'est plutôt positif, ça veut dire que les choses changent, que les choses bougent. Mais par contre, très souvent, en fait, quand j'ai fait des belles performances en parapente, une fois, on m'a demandé si j'avais des couilles. Et donc, ça veut dire aussi elle est pas mal, celle-là. Je pense que dans le number one, elle est bien. Ouais. Et donc, ça veut aussi dire que du coup, on associe la performance au fait d'être un homme, quoi. Alors que non, je crois pas. Donc ouais, peut-être celle-là. Bon, génial. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis on arrive sur Hermine. Une autre idée reçue, là je vais demander de t'exprimer sur ça, était très bien placée pour pouvoir y répondre, c'est que justement les femmes ne sont pas intéressées par le cyclisme. C'est une idée reçue, que ce serait uniquement pour les hommes. Alors, ça tombe bien puisque Hermine, elle est avec nous. Elle a 23 ans. Elle fait partie de la Team Hutchinson. Alors elles sont nombreuses devant nous. Je crois que vous êtes 14, donc elles sont 13 devant nous. Et tu fais du vélo depuis un tout petit peu plus d'un an. Mais Hermine, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours que j'ai mes notes sous les yeux, donc je vais répondre ou compléter en fonction de ce que tu me dis. Mais moi, je trouve ça admirable qu'à peine un an après s'être lancée dans le cyclisme, d'être au départ de l'étape du Tour. Alors oui, j'ai commencé il y a un an le vélo de route. Avant, je faisais plutôt du vélo taf, mon outil de déplacement de quotidien. Alors qu'est-ce qui t'a amené à faire du vélo? En fait, à l'époque, je roulais sur un vieux vélo très vintage, un gitane. Je passais les vitesses au cadre, la selle, la tige de selle était complètement grippée, j'étais assise,
hyper basse sur mon vélo, enfin, rien n'allait. Et au bout d'un moment, j'ai voulu aller un peu plus loin parce que j'aimais bien mes trajets de vélo taf, mais je voulais sortir, je voulais aller en forêt. C'était l'envie de liberté en fait. C'était vraiment ça. Une grande envie les paysages, la connexion avec la nature. Exactement. Et donc j'ai acheté un vélo de route d'abord pour le confort, pour avoir un vélo neuf, vraiment qui allait m'accompagner. Mais toujours pour faire ces mêmes trajets. Au début, oui. Pour aller un peu plus loin. Mais aussi, c'est vite venu l'idée de sortir le week-end, de rouler, d'aller. J'habite en région parisienne, donc d'aller en vallée de Chevreuse. J'habitais à côté aussi de l'Anneau de Longchamp et je les voyais tout le temps. Il y avait toujours, je me dis, mais à cet endroit précis, il y a toujours quelqu'un qui roule. 24 heures sur 24, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui roulait. Et donc je me suis lancée. Et c'était ma première sortie. J'avais trouvé ça sur un groupe Facebook. Je m'étais dit, mais j'aime bien rouler seule, mais en fait, je fais tout le temps les mêmes parcours parce que j'ose pas aller plus loin. J'avais pas de GPS aussi au début. Alors, c'était quoi ton frein? Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a forcément des jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui aimeraient, mais qui n'osent pas parce qu'il y a différents blocages. Toi, c'était quoi ton frein? Moi, c'était pas un aspect mécanique, mais c'était vraiment... Qui est souvent cité d'ailleurs. La mécanique, le fait d'avoir peur de crever toute seule, c'est souvent cité chez les filles qui n'osent pas. C'était quoi, toi? C'était le fait de rouler seule, de ne pas avoir de GPS? C'était vraiment d'aller dans des routes que je connaissais pas en fait. Parce que je me baladais un peu dans les villes, mais j'osais pas sortir. Je me disais, je vais tomber sur des chemins de Gravignon, j'ai pas envie d'abîmer mon vélo. Enfin, c'était vraiment, je connaissais pas les parcours cyclables des clubs en fait. Les routes en fait, les sorties classiques. Ouais. Et donc j'ai trouvé une sortie Facebook qui proposait un peu une sortie débutant amateur. C'était ouvert à tous. Et j'appréhendais beaucoup avant d'y aller, c'était ma première sortie de groupe. Et j'y suis allée et c'était génial en fait. J'étais la dernière du groupe, mais en même temps on m'attendait et je me sentais quand même à ma place. Enfin, on m'a pas fait me sentir en décalage ou quoi que ce soit. Et après cette sortie, j'ai décidé de m'inscrire un club de la ville à côté de chez moi. Tu t'es dit, c'est fait pour moi. Parce que Mais avec une envie de compétition ou une envie juste de faire partie d'une communauté ou d'un club? Alors d'abord juste la communauté. Après avant j'avais fait beaucoup de cheval et de voltige équestre et j'avais un niveau un peu compétition. Donc je pense que j'ai toujours eu ce truc de j'aime bien me comparer, me challenger et je trouve que il y a de l'adrénaline que tu trouves pas toujours quand tu es simplement en pratique amateur. Loisir, ouais. Mais avec mon club, c'était club cyclotouriste en fait. On sortait le dimanche et c'était super bien. Et j'ai roulé tout l'été, je trouvais ça génial. Et l'année dernière, à cette même date, j'entends parler de l'équipe Hutchinson qui accompagne des filles de tout niveau jusqu'à l'étape du Tour. Et je me dis, mais c'est quoi cette aventure? Ça a l'air génial, quoi. C'est un cadeau tout plein. C'est fait pour moi. C'est fait pour moi, mais en même temps, quand je vois ma candidature, je me dis, j'y crois pas tellement. Je viens d'acheter mon vélo il y a 3 mois, voilà, je sais pas. Est-ce que, justement, sur l'achat du vélo, est-ce que le 9 juin 2023, qui est la date à laquelle tu achètes ton vélo, est un virage pour toi? C'est un virage surtout que j'avais hésité. Je m'étais toujours dit non, mais je l'achèterai plus tard. À un moment donné, je suis rentrée un soir et j'ai dit non, mais on va pas attendre, en fait, on va le prendre ce vélo et ce sera maintenant. Et donc je l'achète et c'est la meilleure décision que j'ai faite depuis en fait. Et un an plus tard, le 9 juin 2024, où est-ce que tu étais? J'étais en train de faire le Granon avec quelques filles et des copains de l'équipe. Est-ce que tu as repensé à ce moment-là? Tu t'es dit, mais il y a un an, j'ai acheté mon vélo, là je suis dans l'école des Alpes. Bien sûr, c'est incroyable la progression. Alors je ne l'ai pas fait avec le même vélo, entre-temps j'ai changé, mon premier vélo était un vélo en alu et c'est pas avec celui-là que je vais courir demain. Mais c'était... la progression grâce à l'équipe, c'est incroyable. Bon, c'est intéressant, tu nous parles également comment, tu peux même répondre maintenant justement, hein, donc tu as été sélectionné avec l'équipe Hutchinson pour participer à cette étape du Tour et une fois que tu reçois cette réponse, comment ça se passe d'ailleurs? Comment on t'a amené à être prête pour demain justement à te lancer sur 138 km? Alors c'était un long parcours. En fait ce qu'il faut savoir c'est que quand je suis inscrite donc dans l'équipe en octobre l'année dernière, disons que j'ai pas la santé de mes ambitions parce que depuis à peu près le lycée, j'ai un peu un rapport compliqué avec l'alimentation. Il y a une période dans ma vie où c'était mon estime de moi-même, c'était vraiment en fonction du poids de la balance. Et plus il était petit, mieux c'était. Et donc je sais que quand j'intègre cette équipe-là, je vais avoir progressé sur ce niveau-là et sur le niveau sportif aussi. Et le rapport que tu as à l'alimentation? Surtout ça. Et alors comment ça, est-ce que ça a été un changement radical pour toi ou est-ce que ça a été step by step? Step by step. Je pense que dans ces situations-là, c'est
c'est progressif, c'est tellement ancré en soi des fois qu'il faut y aller petit à petit. Mais excuse-moi, je creuse un peu, mais ce qui veut dire que lors de certains rides, tu as fait des hippos, où tu t'es rendu compte que l'alimentation, c'était ton carburant? Exactement. Je suis passée du début avec une peur de manger sur le vélo, où je mangeais seulement parce que j'avais faim, à des trucs où, non en fait, parce que derrière tu fais une hypo et tu te relèves pas. Et en fait, c'est vivre ces moments-là, vivre un sentiment de malaise, t'as vraiment pas envie de revivre ça. Moi, je me souviens, on était en stage en Espagne avec l'équipe. On était en haut d'un col et je m'arrête, je me dis mais là ça va pas. Et on continue un petit peu et je me souviens d'un Kinder Bueno qui nous attendait en haut du col et je crois qu'on l'a partagé avec une des filles et c'était le meilleur souvenir de Kinder Bueno. Je pense que là, je vois qu'il y a des sourires, on a tous ces moments-là de fringales mémorables. Bien sûr. Mémorables. Aujourd'hui, comment tu te sens dans le cyclisme féminin? Tu es une toute nouvelle venue, Hermine, mais est-ce que tu sens avec toi un mouvement, une force qui t'accompagne pour justement qu'il y ait de plus en plus de femmes? Alors la force, je la sens au quotidien parce que je suis vraiment dans un collectif féminin. Mais même dans mon club où je suis, il y a des femmes avec qui je roule et qui font aussi l'étape aujourd'hui. Et j'ai toujours été entourée de femmes dans ma pratique du vélo. Il y a toujours eu une ou deux personnes avec moi, donc c'est encore de la minorité, c'est sûr. Mais même quand on sort le week-end, on en voit, on se fait un petit sourire et elles sont présentes. Et ta famille, tes amis, tes copines, quand tu leur as dit moi je me lance dans le cyclisme et je vais faire l'étape du Tour? Je pense qu'ils ne réalisaient pas du tout. Moi, je ne sais même pas si moi non plus je réalise. Pas encore. Mais j'ai pas mal de... Sur la ligne, je pense qu'en plus, ça de zéro. Hein. Ouais. Je pense que tu vas bien te rendre compte demain. Je pense que tu vas avoir le choc. Ouais. Mais oui, alors j'ai souvent des messages qui me disent mais t'as arrêté tes études et t'es devenue cycliste pro Et je réponds alors pas du tout, mais c'est vrai que c'est venu très soudainement parce que moi ils me voyaient aller au travail à vélo et ils en rigolaient parce que je viens en cuissard en vélo au travail et ils en rigolaient un petit peu, mais je pense que là les photos que je partage et tout ça ils prennent un peu l'ampleur de la chose mais ils sont contents pour moi. C'est quoi ton objectif demain, Hermine, sur l'étape du Tour? C'est un temps, c'est un classement, c'est finir, c'est partager, juste être heureuse d'être là, vivre l'instant présent? Ouais, mon objectif, il est surtout là dans le plaisir de la course. Aussi dans la gestion de l'alimentation, de l'hydratation et de mon effort. Voilà, on s'est beaucoup entraîné sur des puissances cibles où j'ai mes repères et j'espère pouvoir les tenir et être aussi assez lucide pour me souvenir de ce que je dois faire parce que faut que je me mette des rappels. Je vois que ça a progressé parce qu'on passe d'un frein à je ne sais pas me servir, j'ai pas de compteur déjà, je ne sais pas m'en servir, à je connais mes puissances cibles. Ah ouais. Donc là, il y a quand même un gros chemin. Il y a quand même un gros chemin qui est parcouru. Donc en tout cas, bravo à toi. Est-ce que tu as été, toi, nouvelle venue dans le cyclisme, Hermine, victime de réflexion ou est-ce que, comme Laurie, non, tu n'as pas entendu ce genre de choses, comme Hélène non plus, auquel cas c'est bien, c'est que le mouvement est en marche et que les choses changent. Alors les choses changent, mais non, je me suis quand même prise quelques réflexions. Je m'en souviens d'une en particulier, on était en sortie club le dimanche et j'étais devant dans le groupe, dans un tout petit peloton. Et je me souviens d'un gars qui passe à côté, qui n'était pas dans le club et qui dit ils sont sympas dans ton club, ils laissent les filles rouler devant. Et il rajoute tu dois être en forme. Et sur le coup, j'ai pas réagi, mais je me suis dit. C'est après coup que ça a résonné. Ah ouais. Je me suis dit en fait, il y a encore des choses qui sont trop ancrées. Il y a encore des lignes à faire bouger. Et tout à l'heure, tu parlais de la médiatisation et je pense que c'est vraiment l'élément clé. Plus on verra des femmes faire des exploits et que ça deviendra en fait un peu banalisé de voir des femmes sur des vélos et qu'on se dit, ils arrêteront de se dire tiens, elle a pris le vélo de son copain ou le vélo de son père. Non, en fait, elle a acheté son vélo et elle sort parce qu'elle a envie de sortir. C'est tout. Intéressant, on voit qu'elle a du caractère, Hermine. On voit qu'elle s'affirme. Un grand merci pour ce partage. J'ai une dernière question pour toutes les trois. Après, je sais que la team Hutchinson va être présentée justement dans l'espace qui a été réservé pour toutes les femmes. Il y a une idée reçue également qui est ressortie, c'est que les femmes auraient moins de temps que les hommes pour faire du vélo. Alors, comment est-ce que vous êtes organisé? Quel est votre emploi du temps? Comment est-ce que vous trouvez votre équilibre entre vie sportive, vie pro? Hélène, est-ce que tu es professionnelle? Tu es professionnelle dans le cyclisme ou pas encore? C'est difficile de dire que je suis professionnelle parce que je suis professionnelle l'hiver. mais l'été, là, en ce moment, je travaille à mi-temps vers chez moi dans une petite épicerie. Donc, Alors, comment justement tu équilibres pour rester performante? Parce que quand on est championne
de France en titre. Quand on a des titres de champion du monde et d'Europe en équipe, on est compétitrice, Ouais. on a envie de garder un niveau. Donc comment est-ce que tu trouves cet équilibre ? Après moi j'ai toujours ça fait que 4 ans que je faisais vraiment que du vélo, même l'été, et là j'ai repris un petit travail l'été, mais voilà, j'ai toujours eu, même avec les études, c'est un rythme. J'ai été en pôle quand j'étais plus jeune, donc c'est vraiment en fait il faut savoir s'organiser, il faut savoir être organisé, et mes journées généralement sont millimétrées, c'est-à-dire que je me lève, je vais m'entraîner, j'ai 3 heures de temps pour m'entraîner, je sais que je vais rentrer à 11h30, qu'à midi et demi il faut que je sois partie pour aller bosser, donc je sais que j'ai 1 heure pour faire tout ce que j'ai à faire chez moi, manger et me doucher et partir. Donc beaucoup d'anticipation. C'est ça, en fait mon début de semaine, parce que je travaille que le début de la semaine pour pouvoir avoir la fin de semaine vraiment focus sur les compétitions le week-end. Du coup ouais, en fait mes semaines se ressemblent beaucoup, mais surtout le début de semaine, mais tout est millimétré, il n'y a pas beaucoup de temps à l'improvisation. Alors ça m'amène à une autre question, c'est la charge mentale, parce que ce que tu dis là, tout est millimétré, avec beaucoup d'anticipation ça passe, mais ça génère quand même un certain stress. Si je crève de foie, comment je rentre en termes de logistique. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es accompagné mentalement par quelqu'un pour prendre du recul et de la hauteur sur justement tout ce que tu as à gérer? Ouais, j'ai été suivie, et je suis toujours suivie par un psychologue pour parler de ça. Mais c'est sûr que quand j'étais à la fac, c'était très dur. J'avais beaucoup de mal à concilier les deux. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes études en plusieurs années. Donc j'ai mis 7 ans à avoir un bac plus... j'ai mis 5 ans à avoir un bac plus 3. Donc voilà, je parce que séparais les années sont dédoublées. Ouais, en fait, c'est ça. Et c'était beaucoup plus facile pour moi à gérer. Donc c'était déjà très très bien. J'ai eu la chance d'être très bien entourée par le pôle et tout, pour être vraiment bien structurée et savoir gérer mon temps. Mais c'est sûr que maintenant, à 26 ans, je suis pas âgée, c'est pas le mot, mais je veux dire, j'ai pris beaucoup de recul, et en fait, je sais que maintenant, l'hiver, pour moi, c'est le plus important. Donc je sais qu'à partir du mois d'août, septembre, je suis vraiment focus sur la préparation cyclocross, et c'est très très éprouvant, parce qu'en plus c'est l'hiver, donc avec les conditions météo, c'est jamais... Voilà, il faut s'adapter. Mais du coup, maintenant, j'ai pris beaucoup de recul, et je sais que l'été, c'est beaucoup plus... je suis beaucoup plus tranquille, beaucoup plus zen par rapport à ça, c'est-à-dire que, je veux dire, si... Pas le stress d'un résultat. C'est ça. En fait, forcément, je suis très compétitive toujours, mais très compétitrice. Mais je sais que voilà, si mon entraîneur il m'a mis 2h30 avec des intensités, que j'ai réussi à faire les intensités, mais que j'ai pas réussi à faire 2h30, mais plutôt 2 heures ou 1h30, tant pis, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça, c'est bien de ne pas être rigide comme ça, parce qu'on va tomber. On a fait un super épisode dans le podcast Dans la tête d'un cycliste sur de la bigorexie. C'est justement, c'est des signaux qui font dire à un spécialiste que là, on va vers de la bigorexie. C'est quand il y a cette rigidité sur 2 heures, 2h30, 2h15. Tu fais une sortie, tu as 49 km alors que tu devais faire 50, tu vas refaire le tour de ton pâté de maison pour faire 50. Voilà, c'est ces petites astuces-là. Mais ouais, du coup, moi, je prends beaucoup plus de recul maintenant avec l'expérience sur ma période estivale, parce que je sais que ça me fait du bien aussi d'aller manger un soir une pizza avec des copains, et de me dire voilà, j'ai fait que 2 heures de vélo, j'ai pas fait mes 2h30, tant pis, c'est pas grave, et au pire des cas, je ferai une demi-heure peut-être de plus le lendemain s'il fait meilleur, si la météo se prête plus, et puis voilà. Et je pense que c'est important dans notre carrière de cycliste d'avoir ces moments-là où on appuie un peu sur le bouton pause de temps en temps, parce que c'est tellement dur, c'est tellement une exigence, on est tellement centré sur la nutrition, sur la récupération, sur le sommeil, sur les heures d'entraînement, sur si tu as réussi à faire tenir tes zones à PMA, et en fait c'est tellement anxiogène qu'on est obligé d'avoir ces moments un peu de pause. Et moi, comme ma saison c'est l'hiver, moi du coup c'est l'été où j'appuie un peu plus sur le bouton pause, et même si voilà, je suis toujours très compétitrice, mon équipe attend toujours sur moi le week-end. Mais voilà, je fais avec. Et j'avais aussi un truc, c'est que j'ai repensé à une anecdote qu'on m'avait donnée, et je crois que j'ai un peu essayé de l'oublier, parce que c'était vrai. Je suis désolée de l'avoir fait remonter à la surface. Ouais, non, mais c'est justement, en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en final, le cerveau oublie les moments moins bons. Et moi, je me rappelle du coup qu'une fois, on m'avait quand même sorti que mon titre de championne de France ne valait pas un titre élite homme. Bien sûr. Et ça fait mal quand on l'entend, même si... Tu as bien fait de l'oublier, de mettre très loin. Non, mais j'ai travaillé sur moi pour l'oublier, cette phrase. Mais voilà, ça fait mal de l'entendre, et c'est vrai qu'au final on me l'a dit, mais Hélène, c'est la réalité des choses, c'est médiatiquement parlant, ton titre ne vaut pas celui d'un élite homme, et ça fait vraiment mal, quoi. Mais
Voilà, après, on essaye de l'oublier Ouais, et je puis ça comprends, va un peu je mieux, comprends. mais voilà. Merci pour ce partage. D'ailleurs, on avait fait, c'est une idée reçue également, l'égalité homme-femme. On avait fait un très très bel épisode sur le podcast Dans la tête d'un cycliste avec un spécialiste de l'INSEP et qui nous expliquait effectivement pourquoi une femme et un homme, il y avait 10% d'écart, que ce soit sur la puissance. Alors une femme peut battre un homme, mais à niveau égal, effectivement, on retrouve ces 10%. Donc je vous invite à aller écouter l'épisode, c'est très très intéressant. Et pour toi, Hermine, comment tu trouves ton équilibre entre la préparation de l'étape du Tour, tes activités personnelles, professionnelles? Comment tu as trouvé cet équilibre cette année? Alors au début c'était aussi un peu compliqué parce que je débutais et j'avais l'impression que si je loupais un entraînement, j'allais être à la ramasse. Enfin, pour moi j'avais par rapport aux autres filles de l'équipe déjà tellement à rattraper et à prouver ma place exactement. Et donc je ne devais pas louper un entraînement, je devais faire ci, ça. Et en fait avec un peu de recul, c'est pas grave d'en louper un. Enfin, je veux dire, on a tous une vie à côté. On peut pas. Déjà j'avais l'impression de manger, boire, dormir, vélo. Ma famille à côté c'était un peu ça. Et prendre un peu de recul et se dire que ça fait partie, la récupération ça fait partie du programme et il ne faut pas en passer Exactement, tu as tout à fait raison, la récup fait partie du programme. Et pour toi Laurie, toi qui pars faire 5 jours de vélo à travers la France et traverser les Pyrénées. Oui, alors c'est sûr que c'est un métier un petit peu adaptable. Comment tu arrives à trouver cet équilibre? Surtout quand on n'est pas pro là-dedans. Mais non, faut avoir un métier qui le permet, et puis une famille aussi qui le permet. Donc je pense aussi, on est toutes plutôt jeunes, peut-être moi un peu moins, mais du coup on n'est pas maman. Et après, la question aussi se pose pour les femmes qui ont une réelle famille et qui ont besoin du coup de s'organiser, qui ont une charge mentale encore supplémentaire. Donc j'ai envie de dire ça reste à soit les études, le métier et puis le sport. Mais c'est vrai que pour le coup ça demande quand même une belle organisation pour pouvoir justement caler tous ces entraînements. Et c'est vrai que ça vient aussi avec l'expérience. Comme disait Hélène, il y a des trucs où au début on est vraiment ciblé dessus à dire vraiment il faut que je fasse mes entraînements comme ça, à telle intensité, à telle durée. Et puis des fois on se rend compte qu'avec un petit peu plus de laxité on va dire sur la planification, on arrive à mieux vivre mentalement cette charge mentale. Et du coup c'est vrai que c'est un équilibre à trouver et pour ça je pense qu'il faut aussi de l'expérience, passer par essai-erreur pour réussir à trouver ce qui nous convient. Mais pour le coup oui, ça demande aussi un peu d'organisation. Merci pour ce partage. On arrive sur la dernière question et sur la fin de l'épisode, puisqu'on va devoir libérer Hermine justement du team. Et quel message souhaitez-vous faire passer aujourd'hui à toutes les femmes qui n'osent pas, à toutes les jeunes filles qui débutent et à toutes les petites filles qui regardent le Tour des femmes, justement le Tour de France féminin, en disant à ses parents, un jour, moi je serai sur le Tour. Si vous aviez un mot à leur adresser, ça serait quoi? Qui se lance? Moi je dirais que ce serait de ne pas attendre en fait. Il y aura toujours le premier coup de pédale? Ouais. Parce que c'est trop simple de se dire non mais dans un an, dans un mois je prendrai mon vélo et quoi que ce soit. Non, faites-le maintenant parce que on peut passer à côté de pas mal de choses en un an et j'en suis la preuve. La preuve. Ouais. Merci Hermine. Laurie, je vois que tu veux te lancer, je te sens prête. Non mais juste oui, dans la même idée qu'Hermine, allez-y en fait. Il n'y a pas de... En fait la question elle ne devrait même pas se poser, il n'y a pas de barrière à se mettre si on a envie de commencer un sport dont le vélo. C'est pas parce qu'on est une femme en fait que pour moi il y a aucun souci, il faut juste se lancer et du coup un souhait c'est que on est à 7%, c'est bien mais c'est encore pas assez. Du coup, j'espère que chaque année il y aura de plus en plus de femmes. Merci. Hélène? Ouais c'est se faire plaisir, c'est-à-dire que voilà on a l'impression que le vélo c'est vraiment fait qu'en fait moi j'ai toujours été dans la compétition donc mais en fait il n'y a pas que la compétition et j'ai l'impression que quand les gens parlent de sport c'est toujours compétition et au final non, en fait, il faut juste y aller, se faire plaisir. Exactement. Et demain, ça va être, je pense, le maître mot un peu de tout le monde et de profiter des paysages parce que ce qui est génial en vélo, c'est qu'on peut voir plus de paysages qu'à pied. Exactement. Parce qu'on se déplace plus vite et juste, c'est un pur kiff. Donc, juste, allez-y, foncez. Même toute seule, enfin, je veux dire, on s'en fout, quoi. Faut arrêter et puis voilà, c'est juste du kiff. Un grand merci à toutes les trois. Moi, j'ai juste envie de vous dire que vous êtes de formidables porte-drapeaux justement du cyclisme féminin, mais aussi à travers les marques qui vous soutiennent. Un grand merci à toutes. Le meilleur pour demain. Je vous souhaite le meilleur. Après, on suivra les résultats. Merci également au public, aux fidèles auditrices et auditeurs. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste, que ce soit sur la santé, la mécanique, mais aussi le coaching. Et pourquoi pas, on pourrait se retrouver sur un stage en 2025 à Calpe. Un grand merci à vous et rendez-vous sur le site déjà. Et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.